J'ai une petite minute pour introduire Fabrice, qui est directeur de recherche au CEA Marcoule et spécialiste donc des techniques d'imagerie. Alors j'ai lu pour la mesure en mécanique des fluides notamment, et là qui va nous présenter quelques exemples de l'apport des réseaux de neurones à l'étude et à la modélisation des procédés polyphasiques. Écoute Fabrice, je vais te laisser la parole. Je ne sais pas si tu peux partager aussi. Céline, Merci pour l'introduction. Ouais, ouais, si je vais Céline, il faudrait partager, arrêter le hop, partage. je crois que je peux lui voler Ah, la ok, bah priorité. parfait. Allez, c'est Est-ce bon. que vous voyez mon écran là? Ouais, Ok, je vais retourner à la première slide. Voilà, donc merci pour l'introduction et merci surtout pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc moi, effectivement, je vais vous montrer, par rapport à cette présentation introductive de Céline, des exemples peut-être un petit peu plus concrets d'application de ces réseaux de neurones. Donc moi, je vais vraiment parler de deep learning essentiellement, dans le cadre de l'étude et de la modélisation des procédés polyphasiques. Donc, je vais vous présenter en fait des travaux qui sont issus essentiellement de deux thèses, celle de Kassem Dia qui a soutenu en janvier 2024 et celle de Grégory Bana qui est en cours. Et c'est des travaux qu'on mène en collaboration avec différentes équipes extérieures, dont le LAGEP à Lyon, le LISN à Paris qui est un laboratoire spécialisé dans les sciences du numérique, et puis l'école des mines de Saint-Étienne pour le cadre de la thèse de Kassem. Donc voilà le sommaire de ma présentation. Alors j'ai prévu une courte introduction, mais simplement pour vous montrer d'où je parle et pour vous expliquer que je ne suis pas un expert en IA et que ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai appris en marchant. Et après, j'aurai deux gros exemples. Donc un premier sur la caractérisation des écoulements en soutien à la modélisation hydrodynamique qui sont faites par d'autres collègues dans mon laboratoire ou dans d'autres laboratoires à proximité du mien. Donc je vous montrerai comment on peut utiliser l'IA pour résoudre des problèmes d'imagerie et arriver à des solutions qui n'étaient pas accessibles auparavant sans l'utilisation des réseaux de neurones. Je vous montrerai aussi comment l'IA peut nous aider dans une deuxième application qui est celle de la modélisation des écoulements liquide-liquide par bilan de population. Donc, c'est des choses qui sont faites dans plusieurs équipes. Et nous, on a essayé d'introduire de l'IA dans ces applications-là. Donc, à nouveau, avec de l'amélioration du traitement d'image qui est un paramètre important. Et puis aussi, donc, une nouvelle approche pour résoudre ces bilans de population via l'utilisation d'un type de réseau un petit peu particulier dont a parlé Céline aussi auparavant, que sont les pins. Et à chaque fois, je vais essayer de vous mettre des noms de réseaux en face. Donc, je les ai mis là ici dans ce sommaire. Donc, VGGC, FID, tout un tas de noms de barbares, en essayant de vous expliquer ce que moi j'en ai compris et dédramatiser un petit peu ce que ça peut être, parce que ça peut être parfois complexe. Et puis après, ben, j'aurai juste une petite conclusion pour ouvrir aux échanges. Alors, donc moi, je travaille dans un laboratoire du CEA qui s'occupe en fait de procédés de recyclage de façon générale autour des énergies. Donc, vous voyez que ça regroupe de nombreuses compétences, de l'hydrométallurgie, de la synthèse de molécules, matériaux, de la pyrométallurgie, de la modélisation, technico-économie. Et moi, je suis au niveau de la flèche, là. Mes recherches, c'est sur la caractérisation et l'instrumentation, donc tout ce qui va tourner autour de la recherche d'informations euh, de transfert, de cinétique de transfert, si possible in situ dans les appareils qu'on utilise. Donc j'ai dans mon environnement accès à beaucoup de données, beaucoup de data, et puis on essaie de développer des outils qui permettent de monitorer les appareils que vous voyez là, qui peuvent être des mélangeurs, des compteurs, des colonnes pulsées, tout un tas de choses que je pense que vous connaissez très bien dans la communauté de ce GDR Prométhée. Alors le premier exemple dont je vais vous parler, il concerne la caractérisation des écoulements en soutien à la modélisation hydrodynamique. Donc, on a, dans le cadre de nos démarches de modélisation en fait, de ces appareils, des gens qui s'intéressent à la modélisation des écoulements, puisque le transport, c'est une composante importante de la compréhension de ces procédés. Et nous, on essaie de développer des outils pour caractériser ces écoulements. Donc, on a des écoulements qui sont polyphasiques, comme je vous l'ai dit. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on a une phase dispersée, voire deux phases dispersées. Donc, il peut s'agir d'écoulements liquide-liquide dans le cas de l'extraction liquide-liquide en colonne, mais ça peut être aussi des écoulements gaz-liquide, par exemple, quand on a des réacteurs qui mettent en jeu du gaz, voire des écoulements solide-liquide ou solide-gaz-liquide. Et ce qui va nous intéresser au premier ordre,
c'est les paramètres de la phase dispersée. Et c'est assez évident à comprendre en fait parce que ces paramètres-là, ils sont fondamentaux dans le cadre d'un modèle, que ce soit un modèle hydrodynamique ou un modèle de procédé, puisqu'ils vont conditionner en fait les réactions qui se passent généralement à l'interface. Donc distribution de taille, surface d'échange, fraction volumique, ce sont des paramètres auxquels on veut accéder. Alors, ce dont je vais vous parler à travers l'exemple qui va suivre, en fait, c'est de comment on peut arriver à caractériser géométriquement cette phase dispersée par imagerie et en quoi le machine learning et les réseaux de neurones peuvent nous aider à être plus efficaces. Donc les écueils, quand on veut caractériser ce genre de phase, là vous avez une acquisition typique, alors je vais peut-être prendre le pointeur, je ne sais pas si on le voit, voilà, typique en fait réalisé sur un réacteur, en fait, qui est un réacteur de laboratoire, avec un écoulement gaz liquide qui sort d'un fritté. Donc vous voyez qu'on a des choses complexes, avec beaucoup de superpositions, des objets mouvants, donc c'est très compliqué d'arriver à retrouver des informations. Et le deuxième paramètre qui est important à prendre en compte, c'est que souvent on est limité en accès optique. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut faire de l'imagerie, on ne va pas pouvoir se mettre partout autour, multiplier les points de vue, multiplier les caméras. Donc l'idée, nous, qu'on a à travers les travaux que je vais vous présenter dans le slide suivant, c'est d'arriver à caractériser au mieux les propriétés 3D de cet écoulement à partir de simplement une projection ou une image qui aurait été acquise en 2D, ou voire une séquence d'images quand cela est possible. Donc ça, c'était l'objet de la thèse de Kassem, qu'on a conduit avec l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, il faut que j'arrête le pointeur pour changer de slide. Et donc, dont la démarche était la suivante. Donc, depuis plusieurs années, en fait, l'école des mines de Saint-Étienne développe des modèles de géométrie aléatoire qui permettent de représenter des champs de particules ou des champs particulaires. Donc, un petit peu comme celui que vous avez ici en bas. Donc, ces modèles permettent de faire des constructions 3D. Et puis, par projection, ben, il est possible de transformer ces constructions 3D en images, donc qui vont être représentatives du champ de particules qu'on a construit de manière numérique. Le fait de pouvoir générer des images, ça veut dire qu'on a accès à une grande bibliothèque d'images en faisant varier des paramètres 3D qui vont être la morphologie, l'emplacement des particules, leur taille, leur distribution de taille. Donc l'idée qui nous est venue suite à ça, en fait, c'est de se dire, ben, si on a une grande base d'images, qu'elle est bien connue et qu'elle est labellisée, ça peut être intéressant d'essayer d'entraîner un réseau de neurones là-dessus et de voir s'il est possible de transformer nos acquisitions, nos images, en images proches de celles qu'aura appris le réseau, donc en les débruitant, et voir s'il est capable de retrouver des paramètres 3D de la structure à partir de simplement cette projection 2D. Donc c'est ça l'idée générique qu'on a eue derrière ça. Et pour ça, en fait, on s'est appuyé donc sur un type de réseau un petit peu particulier dont je vais vous parler plus tard, qui sont des réseaux convolutifs, donc qui décomposent les images en informations et qui permettent à la sortie d'avoir un scalaire, qui va être par exemple la fraction volumique, ou un diamètre moyen, ou plusieurs scalaires, donc par exemple une distribution de taille de particules. Deuxième aspect qui a trait au machine learning qu'on a utilisé dans cette approche, c'est l'évaluation des images. Donc on s'est dit, on est capable de générer des images, encore faut-il qu'elles soient représentatives des images expérimentales que l'on veut mesurer. Et pour ça, on a utilisé un deuxième outil de machine learning qui s'appelle la FID, donc c'est Frequency Inception Distance, dont je vous montrerai après, qui utilise un autre réseau de neurones qui décompose les images et vérifie en fait que ce que l'on a produit est semblable aux images que l'on veut caractériser. Donc voilà dans les grandes lignes notre approche proposée. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, juste vous donner mais rapidement quelques éléments sur ce que c'est la modélisation stochastique parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc les modèles stochastiques, c'est des modèles alors, qui peuvent être 3D, 2D, souvent de type germe-grain, totalement aléatoires, qui permettent de faire ce genre de processus. Donc on va définir un volume d'observation. Ici, notre volume d'observation, c'est l'écoulement qu'on veut caractériser avec sa profondeur et puis une fenêtre d'observation. Dedans, on va faire germer tout un tas de particules aléatoires selon des lois qui peuvent être variables et qui nous intéressent. Sur ces particules, on va faire pousser des grains là aussi avec des distributions de taille connues ou des distributions de taille aléatoires, qui peuvent être sphériques dans un premier temps, mais vous allez voir, on peut les déformer. On va introduire de la physique, à savoir que donc il peut y avoir des interactions, donc on va supprimer les interactions puisque ça n'a pas de sens dans le cadre d'un écoulement, quel qu'il soit. On va aussi supprimer les interactions
avec les murs, puisque ça n'a pas de sens, les particules ne peuvent pas être à cheval sur un mur ou une fenêtre d'observation et puis dans l'écoulement. Et ensuite, on va introduire des amincissements. Si par exemple on a une direction privilégiée ou un écoulement, ben, on va dire qu'on est dans une canalisation, on a un écoulement de type Poiseuil. Donc on sait qu'on aura plus de particules au centre que sur les bords en fonction des tailles. Donc là, on peut mettre un petit peu de physique aussi. Une fois qu'on a fait ça, on peut déformer, orienter nos particules tout en conservant les propriétés statistiques. Et vous avez à la fin bah, ce genre de choses qui est notre modèle final. Et ça, on peut le faire numériquement un très grand nombre de fois. Donc ça veut dire que à partir de ce modèle final, on peut obtenir une image. Et cette image, bah, on va essayer de trouver les paramètres de notre modèle qui font qu'elle ressemble le plus possible à l'image d'acquisition. Et c'est là que j'introduis donc le premier réseau de neurones que nous avons utilisé dans cette étude, donc qui donne lieu à cette métrique, qui est une métrique d'évaluation des images, qui est relativement puissante. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des équations parce que ce n'est pas l'objectif, mais simplement pour vous dire que cette distance de Fréchet, si jamais vous avez un problème d'imagerie, donc voir s'il y a des similarités entre deux images, c'est quelque chose qui est relativement simple à utiliser et qui est très très puissant dans le sens où vous allez prendre votre image, la rentrer dans un réseau de neurones qui s'appelle InSession V3, qui a été développé par ce monsieur en 2014, qui est disponible en libre accès sur le net, la décomposer et à la sortie, juste avant la dernière couche, ça va vous renvoyer un vecteur qui contient toutes les caractéristiques essentielles de l'image. Avec ces vecteurs, de toutes les images que vous avez, vous allez construire deux grandeurs, une moyenne et une matrice de covariance. Et avec cette matrice de covariance et cette grandeur, vous allez pouvoir comparer votre jeu d'images réel et votre jeu d'images simulé. Et vous avez des règles de distance, en fait, à respecter. Et une bonne distance de Fréchet, en fait, c'est une distance qui est comprise entre 0 et 100. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première simulation, fait varier nos paramètres, une deuxième simulation, et par itération, on est arrivé aux paramètres du modèle qui correspondaient le mieux à l'écoulement que l'on voulait caractériser, c'est-à-dire la distance de Fréchet la plus faible possible. Et c'est quelque chose qui est assez facile à faire, à mettre en place, assez peu coûteux en temps de calcul. Une fois que notre modèle a été calibré, on a une autre base de données. Donc cette fois-ci, par rapport à ce que vous a expliqué Céline dans l'introduction, nous, on a travaillé donc dans le cadre d'un apprentissage supervisé, c'est-à-dire que nos données, notre base de données d'image, a été labellisée. Et nous l'avons labellisée avec les propriétés qui nous intéressaient. Donc distribution de taille des particules, surface d'échange, hold-up, éventuellement morphologie, mais dans ce cas-là, c'était ces trois paramètres-là, en fonction de ce que nous avait donné notre modèle 3D. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai labellisé mon image avec un hold-up, c'est le pourcentage de phase dispersée qu'il y a dans mon modèle qui m'a servi de label. Et ça nous a permis d'alimenter un réseau de neurones. Donc, vous voyez l'architecture qui est ici, donc qui est un réseau complètement convolutif, donc aussi simple, hein. On a rien inventé. On est reparti d'une architecture que l'on trouve aussi sur Internet. Donc, qui sont des architectures de type VGG16, donc qui font des convolutions successives. Ces convolutions vont en fait extraire une certaine partie de l'image, réduire la taille, et à nouveau, vous avez des filtres successifs qui vont s'attarder donc sur certains composants. Ça va être les contours, ça va être la morphologie. Tout ça, à la fin, est envoyé dans des couches de plus en plus denses. Et puis, vous avez une sortie qui va vous donner une information, donc qui est celle que vous recherchez. Donc là, par exemple, on a utilisé deux architectures. Une pour le hold-up. Donc, vous voyez qu'en sortie, là, j'ai un output. Donc, ce que j'attends que le réseau apprenne, c'est le pourcentage de phase dispersée. Donc je l'entraîne sur une grande base, vous allez voir le nombre de données après, et je lui demande de me prédire le nombre de phases dispersées. Si je veux la distribution de taille des particules, vous voyez que l'architecture est la même. Ce qui va changer, c'est la couche de sortie. Et là, je vais demander au réseau de me prédire, ben, par exemple, la distribution de taille de particules dans un nombre de classes, n. Si je veux 50 classes pour ma distribution de taille de particules, je mets n égale 50 à la sortie. Voilà, on peut faire la même chose pour lui demander de prédire un diamètre moyen, un diamètre de sauteur, si vous êtes capable de labelliser avec un diamètre de sauteur, etc. Et donc, pour vous donner une idée donc, de ce que ça veut dire, ça, en termes d'entraînement,
de coûts informatiques et de difficultés. Encore une fois, hein, je dis, moi je parle de quelqu'un qui n'est pas, je ne suis pas un expert en réseau, donc on a réussi à faire tout ça sans être des spécialistes. Ça fait ici, vous voyez, 16 000 images qui ont été générées, donc 10 000 consacrées à l'apprentissage, 2 000 consacrées à la validation. Donc la validation, c'est quand le réseau apprend, il faut lui donner des images pour que de temps en temps, il aille vérifier qu'il apprend dans la bonne direction et qu'il ne se trompe pas. Donc il faut ces images de validation qui lui permettent de faire des points d'étape. Et 4 000 de tests. Donc, je vais vous montrer les résultats un petit peu après de tests pour valider en fait que notre apprentissage était correct et que ce qu'a appris le réseau, c'est bon. Le temps d'apprentissage pour ce type de réseau, c'est 30 minutes 150 époques en utilisant donc ce type de capacité. Donc, c'est des capacités informatiques importantes, mais qui sont quand même à la portée de la plupart des labos. Et là, par rapport à ce que vous a expliqué Céline aussi en introduction, on est parti from scratch, c'est-à-dire qu'on a appris tout au réseau depuis zéro. Vous verrez que dans la prochaine application, on a fait ce qu'on appelle du transfer learning parce que le réseau était beaucoup plus complexe. Alors, la validation. Donc la première étape, quand vous utilisez ce genre d'outil, c'est la validation sur des images synthétiques. Dans notre cas, on est capable d'en générer un grand nombre. Donc je vous ai dit 4000. Là, donc sur 4000 images, vous avez ici donc sur ce diagramme de plot, je ne sais plus comment dire en français. Enfin, donc il vous montre la vérité terrain et les prédictions du réseau pour chaque type d'image. Donc là, ce qu'il a cherché à prédire, c'est le hold-up, donc en fonction de la vérité terrain. Donc le trait noir, c'est la première bisectrice, donc qui est la cible. En vert, vous avez l'ensemble des prédictions qui ont une erreur inférieure à 5%. En jaune, les prédictions qui ont une erreur comprise entre 5 et 10%. Et puis en rouge, celles qui ont une erreur supérieure à 10%. Donc les résultats pour nous sont relativement bons. Et j'attire surtout votre attention sur les images. Donc vous voyez que, par exemple, le point B, ici, là, que je montre, c'est des images qui sont de très très haute densité. Quand on prend ce genre d'image sur un écoulement, nous, a priori, avec des algorithmes standards, on n'est pas capable de tirer beaucoup d'informations et encore moins un hold-up. Là, un CNN est capable de trouver une prédiction. Sur les distributions de taille, les résultats sont aussi bons, même s'ils sont un peu qu'un scalaire tout court. Néanmoins, ils retrouvent quand même les grandes tendances pour des distributions de taille caractéristiques, notamment des distributions log normales. Donc, c'est quand même assez remarquable. Alors, je vais vous montrer maintenant rapidement deux applications sur des expériences. Donc, la première expérience qu'on a réalisée, comme on n'était pas encore sûr des performances de notre réseau, c'est une expérience sur des billes calibrées. Donc, on a simplement fait un écoulement avec des billes de PMMA de taille connue. Alors, c'était pas possible de faire une population log normale de billes, donc on a fait un écoulement avec des quatre classes de billes discrètes qu'on a trouvées dans le commerce, mais qui étaient des billes dont la taille était bien maîtrisée, avec peu d'écartis, donc peu d'incertitudes sur les diamètres. On les a mises dans une cuve agitée, on les a agitées, on a ajusté la densité du liquide de la phase continue pour éviter les effets liés à la gravité, donc avoir un fluide isodense par rapport à nos particules. Et puis on a fait un montage optique donc pour éclairer et faire des acquisitions. Donc ben, en termes d'image, ça donne ce que vous voyez là. Donc ça, c'est des images de nos billes. Donc vous retrouvez les cas de population. Vous voyez qu'il y en a des plus grosses, des plus petites. Et à chaque fois, pour chaque expérience, on a pris 4000 images. Le traitement d'image, ça consiste juste en une binarisation. Hein, donc voilà, je passe de ça à ça en appliquant simplement un filtre. Et là, je retrouve les images que mon réseau est capable de produire. Alors si je regarde maintenant ce que ça donne en termes de résultats, ben, on est monté en fait en rétention croissante du plus haut possible pour nous, donc qui était en l'occurrence dans cette cuve 6% de rétention, alors, ce qui n'est pas beaucoup pour un procédé, mais qui est beaucoup quand on regarde la densité des images. Et vous avez ici sur ces graphes-là la distribution de taille. Et là, le hold-up prédit par le réseau, à nouveau, contre le hold-up que l'on sait avoir mis en pesant nos billes dans la cuve. Donc vous voyez que ben, pour des rétentions 1,48, 2,91, comme je vais vous montrer après, qui sont ce type d'image, les résultats sont corrects, à la fois sur la distribution de taille,
qui est discrète. Donc, ce qui est surprenant, puisque le réseau a été entraîné à mesurer des distributions de taille continue. Donc là aussi, on a de bons résultats. Et après, les images se densifient, ben, on continue à avoir le bon ordre de grandeur, mais on voit que la situation se dégrade. Ça veut dire que même un réseau de neurones entraîné sur 10 000 images n'est pas capable de sortir une information 3D après, à partir d'une image 2D de ce type. Donc ça nous a quand même conforté enfin, dans la qualité de ces résultats-là. Et donc, la deuxième validation expérimentale qu'on a faite, c'est celle sur un écoulement gaz liquide, puisque c'est ce qui nous intéressait au final. Donc, on a remplacé notre agitateur par un fritté qui injectait du gaz. Alors, pareil, on a fait différents débits. On a ajusté nos images générées, cette fois-ci, vous voyez, avec ma FID en fonction des débits, de manière à avoir des images qui soient les plus proches possibles de la FID. Donc là, vous avez la fraction occupée dans l'image par les gouttes. Et on a refait l'expérience. Alors cette fois-ci, pour pouvoir comparer la fraction volumique aux prédictions, ben, on a tout simplement mesuré l'élévation du niveau dans la goutte en présence de gaz, donc en assumant que cette élévation était en fait directement liée au gaz, donc à la proportion de gaz qu'il y avait dans l'écoulement. Et quand vous plotez ça en fait pour l'ensemble des expériences qu'on a réalisées, ben, vous voyez qu'on a un bon accord en fait entre la prédiction du réseau et la fraction volumique dans le réacteur tel qu'on la mesure de cette façon-là, y compris pour des images qui commencent à être denses et compliquées à exploiter, et puis surtout impossibles à exploiter en 3D pour un algorithme classique. On a fait la même chose pour des distributions de taille. Alors cette fois-ci, comme on est sur des ellipsoïdes, on a fait par exemple des distributions de grand axe ou des distributions d'aplatissement. Donc là, cette fois-ci, ben, impossible de comparer avec une mesure physique. Donc on a comparé avec des algorithmes déterministes qui vont détecter des ellipses dans des images, comme celui proposé par Mathieu Delanglard, que vous voyez là. Et donc on a comparé les deux distributions. Et donc, vous voyez qu'à nouveau, quel que soit le débit considéré, l'accord entre la prédiction du réseau et ce que retrouve l'algorithme est relativement bon, ce qui montre que ben, ce type d'approche peut être intéressant. Donc, l'autre avantage de ces outils, avant que je passe à mon deuxième exemple, donc, qui concerne la modélisation par bilan de population, c'est qu'une fois que le réseau a été entraîné, qu'il sait faire, on peut le conserver, on peut le partager avec d'autres équipes qui ont les mêmes problématiques que nous. Et donc, nous, on a ce réseau maintenant qui nous permet moyennant quelques ajustements si c'est nécessaire, de caractériser nos écoulements gaz liquide complexes quand on est dans ce genre de situation. Alors, je vais vous parler maintenant de la deuxième application pour laquelle on s'est intéressé au réseau de neurones, donc qui est la modélisation par bilan de population, des gouttes dans nos écoulements liquides-liquides. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques années au LRVE, plus d'une dizaine d'années. Et là, je vais vous parler des travaux de thèse de Grégory Bana, donc qui est une thèse en cours et qui devrait être soutenue à la fin de l'année 2025. Alors donc en fait depuis donc oui presque une quinzaine d'années, on s'intéresse nous comme beaucoup d'autres équipes à la résolution de ce type d'équations qui sont donc des équations bilan de population. Pour regarder quelle est l'évolution de la population de gouttes dans nos chambres de mélange ou dans nos colonnes pulsées en fonction des conditions opératoires, les régimes d'agitation, la viscosité des fluides, la tension de surface, tous les paramètres qui sont pertinents. Et notre approche, en fait, mais qui est une approche partagée par d'autres équipes, elle consiste en fait à faire de la modélisation CFD monophasique qui va nous donner une information en fait sur la dissipation turbulente d'énergie cinétique, donc qui est l'élément moteur en fait pour la rupture des gouttes dans nos appareils. Et puis on a des équations qui, je vous le montrerai un petit peu plus loin, sont dépendantes de noyaux. Ces noyaux étant eux-mêmes dépendants de paramètres qu'on va qualifier d'empiriques et qu'il faut caler en fait parce que ça dépend un peu de la viscosité, enfin pas mal de la viscosité, de la tension de surface et des fluides qu'on utilise. Alors pour caler ces paramètres, généralement, en fait, on fait des mesures de taille de goutte dans nos écoulements
au cours du temps, en fonction des paramètres opératoires. Donc on peut faire des rampes d'agitation, des rampes d'accélération des turbines pour voir comment ça casse et le contraire pour voir comment ça coalesce. Ça nous permet de caler ces paramètres-là. Une fois qu'ils sont calés pour des fluides, l'idée c'est que derrière on a un modèle qui est prédictif et que simplement en recalculant la distribution turbulente d'énergie cinétique, on est capable de prédire ce qui va se passer dans une autre cuve qui n'est pas celle que l'on a étudiée. Alors, toutes choses égales par ailleurs, il est évident que ces paramètres-là, ils sont assez difficiles à caler. Vous verrez que ça pose des problèmes, je vous en parlerai un petit peu par la suite. Et puis, c'est pas forcément en l'état généralisable complètement. Par exemple, si on change la viscosité, ce que montre l'illustration ici, ben, on n'est plus du tout prédictif et on ne peut pas utiliser les noyaux qu'on a retrouvés. Donc, une étape importante, en fait, dans ces études-là, c'est à nouveau le traitement d'image. Et donc, je vous montrerai là, dans une deuxième application, comment Grégory, à l'aide de la combinaison de deux réseaux de neurones, a réussi à améliorer le traitement d'image que nous effectuons au labo pour nous permettre de renforcer la statistique de nos gouttes, donc améliorer le calage de nos paramètres. Et la deuxième partie du travail dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la résolution du bilan de population à proprement parler, en vous montrant comment une certaine famille de réseaux, donc les réseaux informés par la physique, sont capables de remplacer la résolution par un solveur classique de ces équations intégro-différentielles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce que vous verrez que ça va vite, c'est plus stable pour l'instant et donc plus fiable, on pense, pour l'avenir. Et donc ça nous ouvre la porte peut-être de généralisation de ces noyaux à des fluides, enfin des variations de fluides plus importantes. Alors commençons par le traitement d'image. Donc sa méthode, Grégory, il a appelé Big Drop pour Blender YOLO Cycle Galan Droplet Detection. Et donc je vais vous montrer comment en combinant des outils numériques, il a réussi à améliorer. Alors simplement d'abord pour vous dire ce qu'on fait. Donc, quand on a ce type d'écoulement à caractériser, nous, on utilise généralement des sondes endoscopiques, donc qui sont des sondes, notamment des sondes de la société Sopat, que vous pouvez vous procurer dans le commerce, qui sont des sondes que l'on fait tremper dans l'écoulement et qui vous donnent ce type d'image en fonction du système que vous observez. Donc là, c'est un système clair, typiquement, il s'agit d'ISAN, de TBP et d'acide nitrique que l'on utilise, nous, pour nos essais. Là, c'est un système un peu plus sombre, c'est l'extraction de cuivre par la corga. Donc, vous voyez qu'on a des images, et c'est sur ces images, en fait, qu'on va aller chercher à détecter à nouveau les gouttes. Et en fonction de cette détection, donc, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de caler nos noyaux de rupture et de coalescence, et en particulier les paramètres empiriques qui sont importants dans ces équations et notre modèle de bilan de population. Donc, on est très intéressé par la détection. Alors, il existe des algorithmes dans le commerce, je vous en parlerai. Il existe aussi des algorithmes qu'on peut trouver enfin, en libre accès qui permettent de se faire ces détections. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas suffisamment fiables pour nos applications. Donc, c'est pour ça enfin, qu'on s'est intéressé à voir si les réseaux pouvaient nous apporter quelque chose. Le deuxième point qui est embêtant pour nous, c'est que quelquefois, on a des entraînements d'air à forte agitation. Et là, eh ben, on introduit des biais dans nos de distribution de taille en comptabilisant des bulles pour des gouttes et elles n'en sont pas, donc elles ne participent pas à la distribution de taille. Alors à nouveau, on a utilisé un réseau convolutif. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un réseau que vous connaissez peut-être, qui est très très utilisé, notamment pour la détection d'objets dans les autos automatiques, qui s'appelle YOLO. YOLO, ça veut dire You Only Look Once. Donc je regarde une fois et je détecte. Alors nous, on a utilisé YOLO dans sa version V5. Donc, je vous parle de travaux qui ont été conduits par Grégory il y a maintenant 2 ans et demi. Il faut savoir que l'évolution des réseaux est telle que YOLO en a sa version V8, si je ne me suis pas trompé. Donc, c'est vous dire à quelle vitesse ça change, sachant que chaque version, il y a un nombre de sous-versions assez impressionnant. Donc, YOLO, c'est notre réseau détecteur. Et puis, comme vous l'avez compris, quand on veut utiliser des réseaux convolutifs, il faut une grosse base de données, donc il faut beaucoup d'images. Et pour synthétiser nos images, eh ben, on a simplement utilisé un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de simulation numérique qui est utilisé dans le cadre de la création de jeux vidéo, donc qui permet de générer des images, vous voyez, avec des propriétés de rendu
assez réaliste. Donc là, c'est un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc à travers notre modèle stochastique. Mais cette fois-ci, on va placer nos gouttes dans des volumes qu'on maîtrise, des positions, des tailles qu'on maîtrise, et puis on va faire passer de la lumière. Il y a des calculs de réfraction, de ray tracing qui permettent d'obtenir ce genre de rendu. Donc ça, c'est notre base d'image. Et puis ça, c'est nos images telles qu'on les a dans le réseau. Donc vous voyez bah, au premier coup d'œil que ça colle pas parfaitement. Donc si on entraîne YOLO sur cette base pour lui demander de détecter des images de ce type-là, il va pas forcément bien s'en sortir. Et la bonne idée qu'a eu Grégory, c'est de coupler à son algorithme une deuxième famille de réseaux qu'on appelle les cycloganes. Donc j'ai quelques transparents pour vous expliquer ce que j'ai compris des cycloganes et de YOLO un petit peu plus loin. Ces cycloganes sont des réseaux qui permettent en fait de faire des fakes. Donc à l'origine, vous verrez, c'est toutes les images fake dont on parle là et qui ont été très célèbres à un moment, le pape en doudoune, etc., sont faits avec des réseaux GAN. Donc c'est des réseaux génératifs adversaires, donc qui se combattent. Vous allez voir le principe un petit peu plus loin. Mais là, en plus d'être des réseaux génératifs adversaires, ils sont montés en cycle. Donc montés en cycle comme ça, quand vous leur présentez des images, vous allez voir, ils ont tendance à prendre la texture de cette image pour l'emmener sur celle-là et la texture de cette image pour en est sur celle-là. Donc, en utilisant ces réseaux-là, en fait, son jeu d'images de synthèse, Grégory, il est capable de le transformer en fait en images de synthèse de ce type-là, sur lesquelles il va entraîner son YOLO. Et là, on retrouve la texture des images réelles, et quand il fait de la détection sur les images réelles, évidemment, tout se passe mieux et les détections sont plus efficaces. Donc, YOLO, je vous ai mis ici l'architecture. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous montrer que là, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Donc vous voyez qu'il y a une première structure qui s'appelle le backbone, en fait, qui va décomposer les images en tout un tas de choses. Donc ça va être des extractions de contours, des extractions de couleurs, des extractions de formes. Donc moi j'en ai sorti une au hasard pour vous montrer ce que fait le réseau, mais c'est difficile de comprendre en fait exactement comment il fonctionne si on n'en est pas un professionnel. Après toutes ces extractions, il va les combiner dans une deuxième partie qui s'appelle le NEC pour produire ce genre de choses donc des agrégations, et c'est ça qu'il va envoyer dans ses détecteurs, et à partir de ça, il est capable de faire de la détection selon un principe que je vais vous montrer sur le transparent d'après. Donc nous, ce type de réseau, on ne l'a pas abordé cette fois-ci from scratch, comme notre petit VGG16 de tout à l'heure. On a fait ce dont a parlé Céline, du transfer learning. C'est-à-dire qu'on est parti de l'apprentissage du réseau tel qu'il était, et on lui a donné quelque chose d'autre à apprendre. On lui a dit, en plus de tout ce que tu sais détecter jusqu'à maintenant, des chiens, des chats, des voitures, des panneaux, tu vas apprendre à détecter des gouttes. Donc on va te donner des images de gouttes. Tu gardes toute ta mémoire, tout ton apprentissage, tout ce que tu sais faire, tous les poids qui sont activés dans cette grande structure, mais en plus, tu actives des poids pour détecter des gouttes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait pendant l'apprentissage, en fait, YOLO? Euh, donc vous lui donnez un objectif à atteindre, donc c'est détecter cette goutte. Donc ça, c'est un objet d'intérêt pour lui. Donc il prend l'image, il la découpe en petites imagettes. Je suis trop long, c'est ça, Laurent? Ok. Donc dans chaque petite imagette, il fait sa détection et puis il va placer une boîte, voilà, ici, au mieux qu'il peut. Voilà son apprentissage. Du coup, je vais accélérer parce que je voudrais vous présenter les pins. Il me reste combien de temps? Là, on est à 30 minutes, donc voilà, encore 5 5 minutes. minutes? Ouais, Ok. voilà, Bon, c'est je pour passe laisser un vite peu de temps. Ouais. sur les GANs et sur le cycle GANs. Je voulais simplement vous montrer qu'à partir d'un seul set d'images génériques, d'images synthétiques, on est capable en fait de faire de l'apprentissage sur différents réseaux. Donc ça, c'est plutôt riche, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de recréer des images en permanence, il suffit juste de les texturer avec cette méthode-là. Et donc simplement pour vous montrer donc que ben, YOLO après l'entraînement. Il est très très performant. Donc là, vous avez la vérité terrain en vert. En jaune, un algorithme classique qui est très utilisé pour détecter des cercles, qui s'appelle la transformée de œuf. En bleu, l'algorithme commercial proposé par la société Sopat, qui est très bon aussi. Et en rouge, YOLO. Et donc, vous voyez que bah, il dépasse largement les deux. Il détecte plus de gouttes et il va plus rapidement à l'information. Voilà. Alors, je prends 5 minutes pour vous parler de la résolution des bilans de population.
Donc les bilans de population, ce sont ce genre d'équations. Donc comme je vous l'ai dit, donc, c'est des modèles, des équations intégraux différentielles. Donc on va s'occuper à de la naissance, à de la mort de nos gouttes. Donc on va caler toutes ces équations-là. Et pour faire ça, on utilise des noyaux. Et ces noyaux comprennent des paramètres empiriques qu'il nous faut caler par le traitement d'image que je vous ai présenté jusqu'avant. Alors, c'est discrétisé parce qu'on ne peut pas le faire en continu. Donc, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode du pivot fixe, qui constitue, enfin, qui constitue à ranger nos diamètres dans des classes et puis ensuite à faire évoluer nos distributions de taille pour arriver à la fin à avoir l'évolution au cours du temps. Et donc, ça peut se traduire, comme vous le voyez là, par une évolution du diamètre de sauteur. Je suis désolé, je vais un petit peu vite parce que j'ai emplafonné mon délai. Actuellement, quand on fait ça, une fois qu'on a nos expériences, eh ben, on essaie de caler des paramètres en fait, qui nous permettent de retrouver C1, C2 qui vont ajuster au mieux nos diamètres de sauteurs expérimentaux mesurés par notre traitement d'image dans notre réacteur. Et vous voyez que bah, plusieurs jeux de paramètres peuvent arriver à la même réponse alors que on s'attendrait à en trouver qu'un. Donc il y a des minima locaux, c'est un problème d'optimisation qui est un petit peu complexe. Et ce sur quoi on commence à travailler, c'est des réseaux informés par la physique. Donc, c'est des réseaux qui sont contraints, auxquels on va donner peu d'entrées, d'infos en données, donc des descriptions de taille et puis là, le temps. Et en fonction de ça, ils vont être capables de prédire des grandeurs. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va demander au réseau, c'est de prédire la fréquence de brisure en fonction de la taille des gouttes. Donc, ce qu'on appelle le vecteur de brisure directement à partir de la distribution de taille des gouttes. Donc, autrement dit, on va lui donner notre évolution de taille de goutte au cours du temps, et lui, il va être capable de nous dire quelle est la physique derrière, donc le vecteur de brisure. Alors voilà les architectures de ces réseaux-là. Donc là, c'est une architecture simplifiée, mais celle qu'on utilise. Donc il n'y a que 4 couches de 100 neurones, ok, qui sont totalement connectés. Et vous voyez qu'il y a deux contraintes dans la fonction de perte. Donc la première, c'est sur les datas. Donc il faut qu'ils se calent en permanence sur la description de taille. Donc la description de taille qui doit prédire doit correspondre à la description de taille qui a été mesurée. Et puis, comme ils sont totalement différenciables, on lui demande aussi de prédire la dérivée de la description de taille, c'est-à-dire la description de taille au temps d'après. Et ça, c'est sa contrainte physique. C'est pour ça qu'on dit qu'il est informé par la physique, c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit aller dans une direction. Euh, euh, en faisant ça, il sait par exemple s'il est sur un phénomène où il va y avoir plus de rupture que de coalescence, donc il va avoir tendance à être contraint vers la rupture ou à être contraint vers la coalescence. Donc ça, c'est la version simple du réseau. Ça, c'est la vraie version du réseau qu'utilise Grégory, qui est un petit peu plus complexe, mais le principe est le même. Et vous voyez que lui, ce qui va l'intéresser, c'est de sortir le vecteur de brisure ici. Alors, comment ça marche? Ça marche très simplement. Donc, vous avez ces réseaux, ces contraintes, et vous voyez que vous lui donnez en fait simplement 10 descriptions de taille, ici qui sont très différentes, hein. Donc, ça correspond à des noyaux de brisure de Colaloglu et Tablarides, donc typiquement des écoulements liquide-liquide. Mais on a fait la même chose sur des écoulements gaz-liquide, et vous voyez que ben, on est aussi donc sur des choses qui sont très différentes. Et dans tous les cas, le réseau, comme vous le voyez là, il est capable de prédire le vecteur de brisure, alors qu'ils ont des formes très différentes. Et ça prend 5 minutes d'entraînement sur une carte graphique telle que vous avez sur votre ordinateur. Donc ces essais-là qui sont en cours pour nous, on les a évalués sur un premier réacteur dans lequel on a fait que de la brisure en mettant beaucoup de tension actif dans nos écoulements. Et je vous montre rapidement pour finir pas trop tard ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en termes de variation de la vitesse d'agitation. Donc là, vous avez une huile avec une forte viscosité, une rétention de 1%. On agite. Le réseau, à chaque fois, vous voyez, il retrouve parfaitement le diamètre de sauteur en fonction des mesures qu'on a trouvées. Et les vecteurs de brisure correspondants sont là. Et ils sont physiquement consistants, puisque plus il y a d'agitation, plus la rupture est forte, y compris pour les petites gouttes. Même chose quand on fait varier la viscosité de la phase dispersée, on peut s'attendre à ce que plus ce soit visqueux, plus ce soit compliqué de casser les gouttes. Et c'est ce qu'on retrouve avec les prédictions du réseau. Et donc les diamètres de sauteur sont aussi en accord. Et enfin, on a pu vérifier une hypothèse que l'on fait souvent, c'est que changer la phase dispersée n'a pas vraiment une influence, alors dans des limites assez faibles, n'a pas vraiment d'influence
sur le vecteur de brisure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet phase dispersée sur l'écoulement. Voilà, je suis désolé, donc j'ai fini. Alors pour ma conclusion, en fait, elle est plus générale. Donc c'est pour vous dire que non expert comme moi, moyennant un petit effort de mise à niveau, ben, on arrive à utiliser ces outils qui peuvent paraître complexes de prime abord. Ils sont efficaces, mais il faut les utiliser comme l'a dit Céline, à bon escient. C'est-à-dire que moi, pour moi, ils vont répondre à des questions ciblées. Et quand on les utilise, il y a une tentation forte à se dire que ça peut répondre à toutes les questions. Et je pense que c'est pas le cas. Donc ça mérite d'être utilisé avec parcimonie et raison, et ne pas prendre ça pour des boîtes magiques qui peuvent tout résoudre, même si ça fait des choses que jusqu'à présent on ne savait pas faire. Donc par exemple établir des liens 3D, 2D. Et je finirai par dire que c'est en constante évolution, donc il faut rester attentif, hein. En ce moment, vous avez le boom des transformers avec ChatGPT et tous ces réseaux-là. Donc c'est plein de promesses pour le futur. Merci et désolé d'avoir un peu dépassé. Merci beaucoup, Fabrice. C'est vraiment passionnant. Alors, bah, est-ce qu'il y a déjà des questions? Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais moi, je vais sûrement en avoir quelques-unes si le temps que ça arrive. J'arrête Euh, mon partage là, Laurent, peut-être hein, pour une transition. non, parce que si jamais il y a besoin de Ok. revenir sur un transparent, Du coup, je les vois pas les questions, hein. oui, oui, mais je les D'accord. lirai quand elles vont arriver. Alors moi, j'avais deux questions. Oui, tu as commencé et terminé par dire que c'était accessible aux non-experts. Je veux bien, mais c'est quand même, toi, tu as une pratique peut-être des outils numériques pour le traitement d'image. Enfin, je veux dire, J'ai une pratique, voilà. oui, alors j'ai une pratique des outils numériques pour le traitement d'image et effectivement, mais enfin, ces outils-là sont un petit peu différents des outils classiques d'algorithmie de traitement d'image. Et par Hmm. contre, ce que j'ai fait, et ce que je vous invite tous à faire si vous avez le temps, j'ai suivi partiellement une formation qui s'appelle la FIDLE, qui est proposée par le CNRS, en fait, que vous allez retrouver en ligne, en fait, qui est super bien faite. C'est pas pour faire de la publicité, mais c'est vraiment très bien fait, où vous avez tout des vidéos un petit peu comme celle qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, sur les différentes familles de réseaux, comment les utiliser, des TD avec leur résolution, des cahiers de TD sous Python avec leur résolution que vous pouvez récupérer et faire à votre rythme. Et tout ceci est disponible. Et nous, en fait, on a attaqué un petit peu par ça. Et il suffit donc, enfin, je veux dire, d'une culture pour les utiliser. C'est ça que je veux dire. On n'a pas besoin d'être un expert YOLO pour l'utiliser. J'ai pas eu besoin de modifier son architecture, ni de comprendre en détail comment elle fonctionnait. Je peux Hmm. l'utiliser quand même. Ouais, c'est souvent des retours qu'on a. D'accord. Non, en tout cas, on peut faire de la pub pour le CNRS, il n'y a pas de problème, au contraire, hein. Non, mais je veux dire, cette formation est super bien faite, quoi. Si, D'accord, ouais, FIDEL, d'accord. Fiddle. Ouais. Très Allez bien. voir. Alors, ah bah voilà, Gwen de redemander. Donc FID, FID, LE. LE, fidèle. Voilà. Ok, merci. Alors j'avais une autre question, parce que c'est des choses que j'ai vu passer un petit peu chez nous, mais je ne sais pas si c'est pertinent. Est-ce qu'il y a un lien entre la CFD, enfin, est-ce qu'on peut faire un lien soit pour générer des données, soit pour améliorer les simulations par un CFD, c'est-à-dire simulation numérique d'écoulement, autre chose comme ça. Avec les Euh, réseaux, tu veux dire? ouais, enfin, Alors, donc, l'un qui alimenterait l'autre, peut-être la CFD qui alimenterait. dans Euh, le cadre de... Alors, moi, je ne suis pas un expert CFD, mais dans le cadre donc, des travaux qu'on conduit sur les pins, dans l'équipe encadrante de Grégory, on s'est appuyé sur les connaissances de Didier Lucor, en fait, qui est au LISN. Et Didier, la première chose qu'il a essayé de modéliser donc, avec ce type de réseau, c'est les phénomènes de turbulence, justement, voir s'il était capable de les reproduire. Donc, il a publié pas mal de travaux. Et comme vous a montré Céline dans son introduction, en fait, les réseaux informés par la physique, à l'origine, c'est vraiment. Enfin, la première application, je crois que c'est pour résoudre les équations de Navier-Stokes. Donc, il y a des liens à ce niveau-là. Après, les réseaux convolutifs ou les réseaux de type GAN, je pense que c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment ciblé imagerie et traitement d'image, quoi, en fait, hein.
C'est là que tu vois le plus d'applications et c'est là qu'ils ont le plus d'impact, en fait. Donc voilà. Donc en CFD, je sais pas s'il y a des euh, CFD. Je suis pas assez spécialiste du domaine pour le dire, mais peut-être.